La première chose que vous devez comprendre à mon sujet, c'est que je sais lire. En 1849, en Virginie, cela me rendait plus dangereuse que n'importe quelle arme, plus précieuse que n'importe quel outil et plus vulnérable que n'importe quel enfant. Je m'appelle Octavia, et pendant 5 ans, j'ai vécu comme une espionne dans la maison de mon propre maître, documentant des horreurs qui allaient finalement conduire à la découverte de 12 petites tombes et à la mort violente de l'un des propriétaires de plantations les plus respectés de Virginie. Mais je m'emporte. Laissez-moi commencer par la nuit où ma mère m'a offert le don qui allait à la fois nous sauver et nous maudire tous. J'avais 7 ans lorsque ma mère m'a prise à part dans notre cabane de la plantation Randolph, ses mains usaient tremblant alors qu'elle ouvrait un petit livre en cuir qu'elle cachait sous les lattes du plancher. La lueur de la bougie vacillait sur les pages remplies de signes étranges qui, je l'apprendrai bientôt, étaient des lettres, des mots, les éléments constitutifs du savoir que les Blancs protégeaient avec autant de jalousie que leur propre liberté. « Octavia, mon bébé », murmura-t-elle, jetant un regard nerveux vers la porte. « Je vais t'apprendre quelque chose qui pourrait nous faire tuer toutes les deux, mais c'est aussi ce qui pourrait un jour te sauver. » Ma mère, Rose, avait grandi à Charleston dans la maison d'un maître bienveillant qui permettait à ses esclaves d'apprendre à lire et à écrire avant que les lois ne changent et n'interdisent une telle éducation. Lorsqu'elle fut vendue à maître Randolph à l'âge de 16 ans, elle apporta avec elle un secret plus précieux que l'or, l'alphabétisation. Pendant 3 ans, dans les heures volées entre le crépuscule et l'aube, ma mère m'a appris à lire et à écrire. Nous griffonnions des lettres et des mots avec du charbon de bois sur des morceaux d'écorce que nous détruisions avant que quiconque ait la chance de les découvrir. Ma mère me faisait tout mémoriser, transformant mon esprit en une bibliothèque vivante qu'aucun maître ne pourrait confisquer ou brûler. « Souviens-toi, mon enfant, » disait-elle pendant que nous nous exercions, « le savoir est la seule chose qui ne peut pas te prendre une fois que tu l'as, mais ils te tueront pour le posséder, alors tu ne dois jamais le leur faire savoir. » Quand j'eus 10 ans, maman mourut de la fièvre, emportant avec elle le secret de mon éducation. Je pleurai sa perte, mais je compris aussi que sa mort m'avait offert une sorte de protection. Tant que personne ne soupçonnait que je savais lire et écrire, je serais invisible d'une manière que les autres esclaves ne pourraient jamais l'être. Maître Cornelius Randolph était un homme de 43 ans lorsque je fus assigné à travailler dans sa maison. Veuf, il venait de se remarier avec une femme beaucoup plus jeune de la société de Richmond. Il était considéré comme l'un des planteurs les plus respectables du comté de Hanover, connu pour son traitement juste des esclaves, ses dons généreux à l'Église et ses discours éloquents sur les responsabilités morales des propriétaires d'esclaves. Ce que personne ne savait, ce que je passerai 5 ans à découvrir, c'est que Cornelius Randolph était aussi un monstre qui assassinait des enfants esclaves depuis plus d'une décennie. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu lors de ma 2e semaine dans la grande maison. Je dépoussiérais le bureau de maître Randolph lorsque je l'ai entendu parler avec son contremaître, un homme mince et nerveux nommé Pike, d'un enfant esclave qui avait disparu. « Le petit Samuel, il a tout simplement disparu », disait Pike, sa voix empreinte de confusion. Sa mère dit qu'il était là quand elle s'est endormie et partit quand elle s'est réveillée. Aucun signe de lutte, aucune trace s'éloignant des quartiers. Maître Randolph leva à peine les yeux des papiers qu'il lisait. Il a probablement fugué pour retrouver son père. Vous savez comment sont ces enfants. Aucun sens de la loyauté ou de la gratitude. Mais monsieur, le garçon n'avait que 8 ans. Jusqu'où aurait-il pu aller tout seul? Assez loin pour devenir le problème de quelqu'un d'autre, répondit froidement Randolph. Notez-le comme un fugitif et réduisez les rations de sa mère pendant 1 semaine. Peut-être que cela lui apprendra à mieux surveiller sa propriété. Je continuai à dépoussiérer, mes mouvements lents et méthodiques, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Quelque chose dans le ton de maître Randolph ne correspondait pas à ses paroles. Il parlait de l'enfant disparu avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un discutant de bétail perdu. Mais il y avait autre chose sous la surface, une satisfaction qui me fit froid dans le dos. Au cours des mois suivants, je commençai à remarquer un schéma. Tous les quelques mois, un enfant esclave disparaissait de la plantation. Toujours des enfants âgés de 6 à 12 ans. Toujours pendant la nuit, toujours sans laisser de traces. Maître Randolph prétendait invariablement que les enfants avaient été vendus à des marchands se dirigeant vers le Grand Sud, mais je n'ai jamais vu de facture de vente, jamais assisté à de transactions. Plus troublant encore était la façon dont les autres esclaves réagissaient à ces disparitions. Au lieu du chagrin et de la colère auxquels je m'attendais, il y avait une sorte de terreur résignée, comme s'ils soupçonnaient quelque chose de terrible, mais étaient trop effrayés pour exprimer leurs craintes. Les parents serraient plus fort leurs enfants restants, mais ils ne posaient jamais de questions sur le sort de ceux qui manquaient. C'est au cours de ma 2e année dans la maison que j'ai découvert pourquoi les esclaves avaient si peur de poser des questions. Je nettoyais le salon tard un soir lorsque j'ai entendu maître Randolph parler avec sa nouvelle femme,
Eleonora des problèmes de discipline de la plantation. Les esclaves ont été inhabituellement calmes ces derniers temps, observa Eleonora, posant son ouvrage de couture. Même les enfants semblent soumis. Randolph sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. Ils ont appris l'importance de l'obéissance. Ma chère, un maître doit parfois faire des exemples pour assurer un comportement correct. Des exemples? Quel genre d'exemples? Rien dont vous n'ayez à vous préoccuper. Eleonora, la gestion des esclaves est une responsabilité d'homme. Mais je pouvais voir la satisfaction dans ses yeux, la fierté de quelqu'un qui avait résolu un problème par des méthodes qui ne pouvaient pas discuter ouvertement. Et je commençais à comprendre que les enfants disparus n'étaient pas vendus. Ils étaient utilisés comme des exemples, des avertissements aux autres esclaves sur les conséquences de la désobéissance. Mes soupçons se sont transformés en certitude au cours de ma 3e année dans la maison, lorsque j'ai été témoin de quelque chose qui entrait mes rêves pour le reste de ma vie. On m'avait envoyé chercher un livre dans le bureau de maître Randolph quand je l'ai découvert en train de lire une lettre laissée ouverte sur son bureau. Ma capacité à lire, cachée pendant tant d'années, a finalement prouvé sa valeur. La lettre provenait d'un marchand d'esclaves de Richmond, remerciant Randolph pour ses affaires continues, mais exprimant son inquiétude quant à la qualité de la marchandise qu'il avait reçue. Les 3 derniers enfants que vous avez envoyés étaient en si mauvais état que je n'ai pu les placer auprès d'aucun acheteur respectable. Lisait-on dans la lettre. Si vous continuez à envoyer des marchandises endommagées, je serai obligé de chercher d'autres fournisseurs. Mais c'est la réponse manuscrite de Randolph, posée à côté de la lettre, qui me glaça le sang. Les enfants que vous avez reçus étaient déjà morts quand je les ai envoyés. J'espère que vous vous en êtes débarrassé correctement comme nous en avions discuté. La prochaine livraison sera en meilleur état. Je restais figé dans ce bureau, l'horreur totale de ce que j'avais découvert me submergeant comme de l'eau glacée. Maître Randolph ne vendait pas d'enfants esclaves. Il les tuait et envoyait leur corps à un marchand qui l'aidait à se débarrasser des preuves. Les exemples qu'il avait faits étaient des cadavres, et le marchand de Richmond était son complice pour dissimuler un meurtre de masse. Je me forçais à finir mon nettoyage, mes mains tremblant alors que je dépoussiérais autour des documents incriminants. Quand je quittais le bureau, je marchais calmement jusqu'à mes quartiers. Mais à l'intérieur, je hurlais de rage et de terreur. J'avais découvert un secret si monstrueux qu'il défiait l'entendement, et j'étais complètement impuissante à l'arrêter. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait définir les 5 prochaines années de ma vie. Je deviendrais une espionne dans la maison de mon maître, documentant ses crimes grâce à l'alphabétisation que ma mère m'avait donnée, rassemblant des preuves qui pourraient un jour le traduire en justice. Je n'avais aucun plan sur la façon d'utiliser ces preuves, aucune idée si quelqu'un croirait un jour la parole d'une esclave contre celle d'un homme blanc respecté. Mais je savais que je devais essayer. Je commençai par voler du papier et de l'encre du bureau de maître Randolph, ne prenant que de petites quantités qui ne seraient pas remarquées. Je créai une cachette dans mes quartiers, creusant un espace derrière une planche lâche dans le mur où je pouvais dissimuler ma collection croissante de preuves. Et je commençai à écrire, enregistrant chaque conversation que j'entendais, chaque document que j'apercevais, chaque comportement suspect dont j'étais témoin. Le travail était d'un danger inimaginable. Si maître Randolph découvrait que je savais lire et écrire, il me tuerait certainement pour protéger son secret. Mais j'étais animé par le souvenir de 12 enfants disparus et la certitude que d'autres disparaîtraient si personne ne l'arrêtait. Alors que je commençais ma documentation secrète, je ne savais pas que j'étais sur le point de découvrir des horreurs qui choqueraient même mes pires attentes. Les enfants disparus n'étaient que le début des crimes de maître Randolph, et la vérité que je finirais par exposer ne le détruirait pas seulement lui, mais tout ce lié à son monstrueux secret. L'éducation que ma mère m'avait donnée dans ces heures volées à la lueur des bougies était sur le point de devenir l'arme qui ferait tomber l'un des citoyens les plus respectés de Virginie et révélerait les profondeurs de la dépravation que l'esclavage pouvait dissimuler derrière une façade de respectabilité chrétienne. L'automne 1852 apporta un gel précoce en Virginie et avec lui l'opportunité que j'attendais sans le savoir. Pendant 3 ans, j'avais documenté le comportement suspect de maître Randolph, collectant des fragments de preuves comme une érudite, assemblant un puzzle dont l'image finale restait cachée. Mais par un froid matin d'octobre, je verrais enfin le tableau complet, et cette vision marquerait mon âme à jamais. Tout a commencé avec la petite Marie, la fille de 6 ans de Sarah, l'une des travailleuses des champs. Marie était malade de la fièvre depuis une semaine, s'affaiblissant chaque jour malgré les tentatives désespérées de sa mère pour la soigner. J'avais déjà vu ce schéma. Un enfant tombait malade. Maître Randolph s'intéressait soudainement à son état, et en quelques jours, l'enfant disparaissait. Je servais le petit déjeuner lorsque maître Randolph mentionna l'état de Marie et sa femme, sa voix portant cette même note de fausse préoccupation que j'avais appris à reconnaître.
La petite fille de la cabane s'était très malade, dit-il, coupant son jambon avec des mouvements précis. Je crains qu'elle ne s'en remette pas. Peut-être devrions-nous faire venir le docteur Morrison, suggéra Eleonora. Sa compassion sincère contrastait vivement avec l'indifférence calculée de son mari. Je ne pense pas que ce sera nécessaire, ma chère. Certaines conditions sont au-delà de toute intervention médicale. La façon dont il le dit, avec une telle finalité, une telle certitude, me glaça le sang. Il n'exprimait pas son inquiétude pour la maladie de Marie, il annonçait sa condamnation à mort. Ce soir-là, depuis ma fenêtre, je vis maître Randolph quitter la grande maison, portant un petit paquet et une pelle. Il se déplaçait avec la démarche déterminée d'un homme en mission familière, se dirigeant vers les bois qui bordaient le côté est de la plantation. Tout mon instinct me disait de rester dans mes quartiers, de prétendre que je n'avais rien vu. Mais je savais que c'était peut-être ma seule chance de découvrir ce qui était arrivé aux enfants disparus. J'attendis qu'il ait disparu dans la lisière des arbres, puis je me glissai hors de la maison et le suivis à une distance de sécurité. La lune était presque pleine, fournissant assez de lumière pour suivre ses mouvements sans m'approcher au point d'être détecté. Il se déplaçait dans la forêt avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait bien le chemin, n'hésitant jamais aux diverses bifurcations et clairières. Après ce qui me parut des heures, mais qui ne fut probablement que 20 minutes, maître Randolph s'arrêta dans une petite clairière au cœur des bois. Je me suis approché aussi près que j'osais, me cachant derrière un tronc d'arbre tombé à environ 50 mètres, et j'ai regardé avec horreur comment il commençait à creuser. Le trou qu'il a creusé était petit, de la taille d'un enfant, et parfaitement rectangulaire, comme s'il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Quand il a fini de creuser, il a déballé le paquet qu'il avait porté, révélant la forme minuscule et immobile de la petite Marie. Même de ma cachette, je pouvais voir qu'elle ne bougeait pas, ne respirait pas. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus horrifiant que je ne l'avais imaginé. Alors que maître Randolph plaçait le corps de Marie dans la tombe, elle remua faiblement, sa petite main bougeant dans un geste faible qui prouvait qu'elle était encore en vie. Il l'avait amenée ici pour l'enterrer alors qu'elle respirait encore, pour se débarrasser d'un enfant malade comme d'un bien cassé. Je me mordis la main pour ne pas crier en le regardant jeter de la terre sur la petite forme, couvrant son visage, sa main tendue, ses derniers mouvements désespérés. Le son de la terre frappant son corps semblait résonner dans la forêt comme le tonnerre, bien que je sache qu'il était à peine audible au-delà de la clairière. Quand il a fini, maître Randolph s'est tenu un moment au-dessus de la tombe fraîche, puis a sorti un petit carnet et a fait une entrée avec un crayon. Il tenait des registres de ses meurtres, les documentant avec la même précision méthodique qu'il utilisait pour ses transactions commerciales légitimes. Je suis resté caché longtemps après son départ, mon corps tremblant de rage et d'horreur. Quand j'ai été certaine qu'il était parti, je me suis glissé dans la clairière et me suis agenouillé près de la tombe de Marie. La terre était encore meuble et je pouvais entendre de faibles bruits venant d'en bas, des grattements, des gémissements, les luttes désespérées d'un enfant enterré vivant. Je me mis à creuser frénétiquement à main nue, arrachant la terre jusqu'à ce que mes ongles saignent. Mais il était trop tard. Au moment où je l'ai atteinte, Marie était immobile et silencieuse, son petit visage paisible dans la mort. Je tins son petit corps et pleurai, pleurant non seulement pour elle, mais pour tous les enfants qui avaient subi le même sort. Mais même dans mon chagrin, je me suis forcé à penser stratégiquement. J'ai soigneusement replacé la terre, faisant paraître la tombe intacte, puis j'ai mémorisé chaque détail de l'emplacement. J'ai compté mes pas jusqu'au sentier principal, noté les arbres et les formations rocheuses distinctives qui m'aideraient à retrouver cet endroit. Cette tombe serait une preuve et je devrais être capable d'y conduire d'autres personnes le moment venu. Au cours des mois suivants, je me suis donné pour mission de localiser les autres tombes. Utilisant les connaissances que j'avais acquises en suivant maître Randolph, j'explorais systématiquement la forêt, à la recherche de zones de terre remuées, de dépressions inhabituelles ou d'autres signes d'enterrement. Le travail était déchirant et terrifiant, mais je me forçais à continuer. Je trouvai 11 autres tombes dispersées dans les bois, chacune marquant le dernier lieu de repos d'un enfant assassiné par l'homme qui le possédait. Certaines tombes étaient anciennes, la terre tassée et recouverte de végétation. D'autres étaient relativement fraîches, le sol encore sombre et meuble. Chaque découverte ajoutait un autre nom à la liste que je compilais, une autre pièce à conviction dans le dossier que je constituais. Le fardeau psychologique de cette connaissance était presque insupportable. Je continuais à travailler dans la maison de maître Randolph, servant ses repas, nettoyant ses chambres, écoutant ses conversations, tout en sachant qu'il était un meurtrier en série d'enfants.
Je le regardais interagir avec sa femme, assister aux services religieux et faire des affaires avec d'autres propriétaires de plantations, maintenant la façade d'un respectable gentleman chrétien, tout en se débarrassant secrètement d'enfants esclaves malades ou gênants comme des ordures. Le plus difficile était d'interagir avec les parents des enfants disparus. Ils me demandaient si j'avais entendu quelque chose sur l'endroit où leur bébé était allé, et je devais leur mentir en face, leur disant que je ne savais rien tout en portant la terrible connaissance du sort de leurs enfants. Je voulais désespérément leur dire la vérité, leur donner la paix de savoir ce qui s'était passé. Mais je savais que révéler mes connaissances ne ferait qu'entraîner ma propre mort et la continuation des crimes de Randolph. Au lieu de cela, je poursuivis ma documentation secrète, enregistrant chaque détail de ce que j'avais découvert. Je dessinais des cartes montrant l'emplacement des tombes, écrivis des descriptions détaillées de chaque site d'inhumation et compilais une liste des enfants disparus avec les dates et les circonstances de leur disparition. Je commençais également à copier des documents du bureau de Maître Randolph chaque fois que j'en avais l'occasion, constituant un dossier complet de sa correspondance avec le marchand d'esclaves de Richmond. Les preuves que je rassemblais peignaient le tableau d'un meurtre systématique qui durait depuis plus d'une décennie. Maître Randolph tuait des enfants esclaves depuis au moins 1841, choisissant toujours des victimes malades, handicapées ou considérées comme gênantes. Il avait développé une relation avec un marchand d'esclaves corrompu qui l'aidait à se débarrasser des corps et fournissait de faux documents pour expliquer les disparitions des enfants. Mais c'est en 1853 que j'ai été témoin de quelque chose qui m'a poussé au-delà du point de rupture et m'a forcé à devenir une participante active à ces crimes. Maître Randolph avait choisi sa prochaine victime, un garçon de 10 ans nommé Joshua, qui était né avec un bras atrophié et était considéré comme défectueux selon les normes de la plantation. « Octavia, dit Maître Randolph un soir, sa voix empreinte d'une autorité désinvolte qui me fit froid dans le dos. « J'ai besoin que tu m'aides pour une tâche demain soir. Nous allons faire une promenade dans les bois. » Je savais immédiatement ce qu'il voulait dire, et la pensée d'être forcé de participer au meurtre d'un enfant me rendit physiquement malade. Mais je réalisais aussi que c'était peut-être ma chance de recueillir la dernière pièce à conviction dont j'avais besoin, un témoignage direct de Maître Randolph commettant un meurtre. Le soir suivant, je l'ai suivi dans la forêt, portant la pelle qu'il m'avait donnée, pendant qu'il portait la forme droguée mais encore respirante du petit Joshua. Nous avons marché jusqu'à un nouvel endroit, plus profond dans les bois que n'importe quelle autre tombe, et Maître Randolph m'a ordonné de creuser. « Le garçon souffre, dit-il, sa voix empreinte d'une note de fausse compassion. Nous faisons preuve de miséricorde en mettant fin à sa douleur avant qu'elle ne devienne insupportable. » Mais Joshua ne souffrait de rien d'autre que de la drogue que Maître Randolph lui avait donnée. C'était simplement un enfant dont le handicap physique le rendait moins précieux en tant que propriété, et son maître avait décidé de s'en débarrasser plutôt que de continuer à le nourrir et à le loger. J'ai creusé la tombe avec des larmes coulant sur mon visage, chaque pelletée de terre me semblant une trahison de tout en quoi je croyais. Quand le trou fut assez profond, Maître Randolph plaça le corps encore respirant de Joshua à l'intérieur et m'ordonna de le recouvrir. « S'il vous plaît, maître, murmurai-je, ma voix brisée par l'émotion. Laissez-moi le ramener à sa mère. Elle pourrait s'occuper de lui, le soigner pour qu'il retrouve la santé. »« Le garçon est déjà mort, Octavia, répondit-il froidement. Nous ne faisons que nous débarrasser du corps maintenant. Recours-le ou je te mettrai là-dedans avec lui. » Je n'avais pas le choix. Avec des mains tremblantes, j'ai pelleté de la terre sur la petite forme de Joshua, écoutant ses cris étouffés devenir de plus en plus faibles et finalement cesser. Je n'étais plus seulement témoin des crimes de Maître Randolph, mais une complice forcée de participer au meurtre d'un enfant innocent. Alors que nous retournions à la plantation, Maître Randolph me parla sur le ton désinvolte de quelqu'un discutant de la météo. « Je suppose que je peux compter sur votre discrétion. Octavia, vous comprenez les conséquences de parler de ce que nous avons fait ce soir. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour rester stable. Mais à l'intérieur, je faisais une promesse différente. Je trouverais un moyen d'exposer ses crimes, de rendre justice à Joshua, à Marie et à tous les autres enfants dont il avait volé la vie. Les preuves que j'avais rassemblées pendant 4 ans seraient enfin utilisées, et Maître Randolph paierait pour chaque petite tombe cachée dans sa forêt de secrets. Le temps de l'observation silencieuse touchait à sa fin. Bientôt, je devrais trouver le courage de parler, sachant que mes paroles apporteraient soit la justice, soit ma propre mort. Mais les visages de 12 enfants assassinés n'exigeaient rien de moins que la vérité, et je ne laisserais pas leur mort être vaine. Au printemps 1854, ma cachette de preuves s'était transformée en un dossier complet des crimes de Maître Randolph qui aurait impressionné n'importe quel procureur de Virginie, si de telles preuves pouvaient un jour être présentées par une esclave contre son maître. 5 années de documentation minutieuse avaient produit une collection de papiers, de cartes et de témoignages qui peignaient le tableau d'un meurtre systématique s'étalant sur plus d'une décennie.
La cachette derrière la planche lâche de mes quartiers était devenue un sanctuaire pour les enfants morts, une archive secrète que j'entretenais avec la dévotion d'un érudit gérant une bibliothèque. Chaque morceau de papier était soigneusement conservé, chaque carte précisément dessinée, chaque date et non vérifiée plusieurs fois. J'étais devenu l'historienne non officielle des atrocités de Maître Randolph, la seule personne vivante qui connaissait toute l'étendue de ses crimes. Le fardeau psychologique de porter cette connaissance était écrasant. Chaque jour, je regardais Maître Randolph vaquer à ses occupations habituelles, prenant son petit déjeuner avec sa femme, faisant des affaires avec d'autres planteurs, assistant au service religieux où il était respecté comme un pilier de la communauté. Le contraste entre sa personnalité publique et ses activités secrètes était si frappant que je me demandais parfois si je ne perdais pas la raison. Mais les preuves étaient indéniables. Ma collection comprenait des cartes détaillées montrant l'emplacement de 12 tombes dans la forêt, chacune marquée du nom de l'enfant et de la date de sa mort. J'avais vérifié chaque site d'inhumation plusieurs fois, m'assurant que mes indications étaient assez précises pour guider les chercheurs directement au reste, point des copies de la correspondance entre Maître Randolph et le marchand d'esclaves de Richmond, documentant leur complot pour se débarrasser des enfants assassinés. J'avais copié minutieusement ces lettres pendant mes tâches de nettoyage, mémorisant des passages entiers lorsque je ne pouvais pas risquer de prendre les originaux, point une liste complète des enfants disparus, incluant leur nom, âge, description physique et les circonstances de leur disparition. Cette liste s'était allongée pour inclure non seulement les 12 que j'avais trouvés enterrés dans la forêt, mais plusieurs autres dont les corps avaient apparemment été éliminés par l'intermédiaire du marchand de Richmond. Des comptes rendus détaillés des conversations que j'avais entendues, y compris les discussions de Maître Randolph avec son contremaître sur les enfants à éliminer ensuite, et ses instructions à mon égard concernant ma participation au meurtre de Joshua. Mais le plus accablant de tout, j'avais découvert le propre système de comptabilité de Maître Randolph. Il tenait un grand livre privé caché dans un compartiment secret de son bureau où il documentait chaque meurtre avec la même attention méticuleuse aux détails qu'il appliquait à ses transactions commerciales légitimes. J'avais réussi à copier plusieurs pages de ce grand livre pendant mes tâches de nettoyage, fournissant une preuve irréfutable de ses crimes de sa propre main. Les entrées du grand livre étaient d'une froideur factuelle. 15 mars 1851. Samuel, 8 ans, fièvre. Éliminé de la manière habituelle. Emplacement. Clairière du Bosquet de Chêne. 22 juillet 1851. Rebecca, 7 ans, Jean Boiteuse. Envoyé à Richmond. Contacté. Aucune autre action requise. 3 octobre 1852. Marie, 6 ans. Consomption. Élimination personnelle. Emplacement. Site de la Crête des Pins. Chaque entrée représentait la vie d'un enfant réduite à quelques mots dans un registre commercial. Leurs morts enregistrées avec la même efficacité désinvolte que l'achat de bétail ou la vente de coton. Mais ce sont les entrées les plus récentes qui me remplissaient de la plus grande crainte. 12 janvier 1854. Joshua, 10 ans, bras atrophiés. Élimination personnelle avec assistance. Emplacement. Site de la forêt profonde. 8 mars 1854. Planification de l'élimination de Thomas, 9 ans. Problème de comportement. En attente d'une opportunité. Maître Randolph prévoyait de tuer à nouveau. Et je savais que Thomas, un garçon plein d'entrain qui avait été surpris en train de voler de la nourriture pour sa mère malade, était le prochain sur sa liste. La certitude qu'un autre enfant mourrait si je n'agissais pas devenait insupportable. La tension de maintenir ma façade d'ignorance tout en portant une connaissance si terrible pesait sur ma santé et ma raison. J'avais perdu du poids, développé une toux persistante et avais de plus en plus de mal à dormir. Les autres esclaves de la maison avaient commencé à remarquer mon état de santé qui se détériorait, mais je ne pouvais pas expliquer ce qui n'allait pas sans révéler mon secret. « Octavia, mon enfant, tu as l'air d'un fantôme, » dit maman Ruth, la vieille cuisinière, qui travaillait dans la grande maison depuis plus longtemps que quiconque. « Tu dois me dire ce qui te tourmente avant que ça ne te ronge de l'intérieur. » Mais comment pouvais-je lui dire que je documentais les meurtres de notre maître depuis 5 ans? Comment pouvais-je expliquer que j'avais été forcé d'aider à enterrer un enfant vivant? La connaissance que je portais était trop dangereuse à partager, trop horrible pour être prononcée à voix haute. Au lieu de cela, je me plongeais encore plus profondément dans ma documentation, animé par l'espoir désespéré qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je trouverais un moyen d'utiliser les preuves que j'avais rassemblées. Je commençais à faire plusieurs copies des documents les plus importants, les cachant à différents endroits de la plantation. Si quelque chose arrivait à ma cache principale, au moins une trace des crimes de Maître Randolph survivrait. Je commençais également à prêter une attention plus particulière aux visiteurs qui venaient à la plantation, espérant identifier quelqu'un qui pourrait être sympathique à ma cause.
La plupart des associés de Maître Randolph étaient du même acabit, de riches planteurs qui considéraient les esclaves comme une propriété et ne croiraient jamais des accusations contre l'un des leurs. Mais parfois, il y avait d'autres personnes, des ministres itinérants, des associés commerciaux du Nord, des fonctionnaires du gouvernement qui pouvaient avoir des perspectives différentes. C'est lors d'une de ces visites que j'ai entendu parler pour la première fois du mouvement abolitionniste grandissant dans le Nord et du chemin de fer clandestin qui aidait les esclaves à s'échapper vers la liberté. Un prédicateur itinérant nommé Révérend Matthews était venu pour une réunion de réveil, et je l'ai entendu discuter des questions morales entourant l'esclavage avec Maître Randolph. L'institution est de plus en plus scrutée, disait le révérend Matthews alors que je servais le repas du soir. Il y a ceux dans le Nord qui prétendent que l'esclavage est intrinsèquement mauvais, qu'aucun chrétien ne peut y participer avec une conscience claire. La réponse de Maître Randolph fut prévisible et méprisante. Des agitateurs du Nord qui n'ont jamais possédé de propriété ni géré une plantation. Ils ne comprennent pas les réalités de notre situation, ni le fardeau que nous portons en civilisant une race inférieure. Mais je pouvais voir que le révérend Matthews n'était pas entièrement convaincu par cet argument. Ses questions étaient inquisitrices, son attitude sceptique. Voici un homme qui pourrait être disposé à écouter la vérité sur ce qui se passait dans les plantations du Sud. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui m'a terrifié. J'allais approcher le révérend Matthews et essayer de lui donner mes preuves. C'était un risque énorme. S'il me trahissait auprès de Maître Randolph, je serais certainement tué, mais l'alternative était de continuer à regarder des enfants mourir pendant que je restais silencieuse. J'ai attendu les premières heures du matin, lorsque la maison était calme et que le révérend Matthews était seul dans la chambre d'amis où il logeait. Je me suis glissé dans les couloirs sombres, mon cœur battant si fort que j'étais certaine qu'il réveillerait toute la maisonnée. J'ai frappé doucement à sa porte et quand il a ouverte, j'ai pressé un papier plié dans ses mains. « S'il vous plaît, monsieur, ai-je murmuré, lisez ceci quand vous serez seul. Des vies en dépendent. » Avant qu'il ne puisse répondre, je me suis enfui vers mes quartiers, le laissant debout dans l'embrasure de la porte avec mon résumé soigneusement rédigé des crimes de Maître Randolph. Le papier contenait l'emplacement de 3 tombes, les noms des enfants qui y étaient enterrés et suffisamment de détails pour prouver que j'avais été témoin direct des meurtres. Le lendemain matin, j'ai guetté anxieusement tout signe que le révérend Matthews avait lu mon message et y avait cru, mais son comportement ne laissait rien paraître. Il a dirigé le service du matin comme prévu, a partagé le petit déjeuner avec la famille Randolph et s'est préparé à partir pour son prochain rendez-vous. Ce n'est qu'au moment de monter dans sa voiture qu'il m'a donné une indication qu'il avait reçu mon message. Alors que la voiture s'éloignait, il m'a regardé directement et a hoché la tête une fois, un petit geste qui m'a rempli d'espoir. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et rien ne se produisit. Aucun enquêteur ne vint à la plantation. Aucune autorité n'interrogea Maître Randolph sur les enfants disparus. Je commençais à craindre que le révérend Matthews ne soit pas cru mon récit, soit décidé que la parole d'une esclave était une preuve insuffisante pour poursuivre des accusations aussi graves. Pendant ce temps, Maître Randolph avançait dans ses plans pour Thomas. Je l'ai entendu discuter des problèmes de comportement du garçon avec son contremaître, et je savais que le temps était compté. Si je ne trouvais pas un moyen de l'arrêter bientôt, un autre enfant mourrait, et je serais une fois de plus forcé de participer au meurtre. C'est alors que le destin intervint sous la forme d'un visiteur inattendu. Début juin 1854, un homme nommé William Harrison arriva à la plantation, se présentant comme un avocat de Richmond enquêtant sur des rapports d'irrégularité dans le commerce des esclaves. Il prétendait travailler pour un consortium d'investisseurs du Nord préoccupés par le statut juridique des esclaves qu'ils avaient achetés par l'intermédiaire de marchands de Virginie. Maître Randolph reçut Harrison avec la prudence polie que tout planteur montrerait à un avocat posant des questions sur ses pratiques commerciales, mais je pouvais voir la tension dans sa posture, la manière prudente dont il choisissait ses mots en discutant des enfants qui avaient été vendus au fil des ans. « J'ai des registres complets de toutes les transactions », assura Maître Randolph à Harrison, produisant un grand livre dont je savais qu'il ne contenait que des entrées falsifiées. Chaque esclave vendu de cette plantation a une documentation appropriée. Mais Harrison était plus méticuleux que Maître Randolph ne l'avait prévu. Il posa des questions spécifiques sur des enfants individuels, demanda à voir des actes de vente et s'enquit des marchands qui les avaient achetés. À chaque question, les réponses de Maître Randolph devenaient plus évasives, son attitude plus défensive. Ce soir-là, alors que je servais le dîner aux 2 hommes, j'ai pris une autre décision désespérée. En remplissant le verre d'eau de Harrison, je lui ai glissé un petit morceau de papier avec un seul mot écrit dessus. « Forêt ». Harrison jeta un coup d'œil au papier, puis à moi, son expression soigneusement neutre. Mais je pouvais voir l'intelligence dans ses yeux, l'esprit vif traitant les implications de mon message cryptique.
Le lendemain matin, Harrison annonça qu'il prolongerait son séjour de plusieurs jours pour terminer son enquête. Maître Randolph n'eut d'autre choix que d'accepter, bien que je puisse voir son anxiété croissante face aux questions persistantes de l'avocat. Cette nuit-là, j'ai pris la décision la plus dangereuse de ma vie. J'ai récupéré toute ma collection de preuves de sa cachette et me suis préparé à la livrer à Harrison, sachant que cette action sauverait soit les enfants restants, soit entraînerait ma propre mort. Le temps de l'observation silencieuse était terminé. Après 5 ans à documenter des horreurs, j'étais enfin prêt à dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. La nuit du 15 juin 1854 marquerait la fin de mes 5 années de documentation silencieuse et le début des 24 heures les plus dangereuses de ma vie. J'avais pris la décision de confier à William Harrison les preuves que j'avais rassemblées. Mais l'acte de livrer réellement ces preuves exigeait un courage que je n'étais pas certaine de posséder. J'ai attendu bien après minuit, lorsque la plantation s'est installée dans le silence profond qui précède l'aube. Maître Randolph était un gros dormeur, aidé par les quantités substantielles de whisky qu'il consommait chaque soir, et sa femme Eleonora prenait du laudanum pour ses nerfs, s'assurant qu'elle ne se réveillerait pas facilement. Les autres esclaves de la maison étaient épuisés par leurs travaux quotidiens et dormaient du sommeil sans rêve et totalement lasses. Me déplaçant dans la maison sombre comme un fantôme, je me suis dirigé vers la chambre d'amis où logeait Harrison. Mes bras étaient chargés de papier. 5 ans de documentation minutieuse, de cartes, de lettres copiées, de témoignages qui représentaient le dossier le plus complet de meurtres systématiques, jamais compilé par un esclave. Le poids des preuves me semblait énorme, comme si je portais les âmes de 12 enfants morts dans mes mains. J'ai frappé doucement à la porte de Harrison, mon cœur battant contre mes côtes avec une telle force que j'étais certaine qu'il réveillerait toute la maisonnée. Quand il a ouvert la porte, j'ai vu qu'il était entièrement habillé malgré l'heure tardive, comme s'il s'attendait à ma visite. « Monsieur Harrison », ai-je murmuré, « j'ai quelque chose que vous devez voir, quelque chose qui expliquera pourquoi tant d'enfants ont disparu de cette plantation. » Il s'est écarté pour me laisser entrer, refermant soigneusement la porte derrière moi. À la lueur d'une seule bougie, j'ai étalé mes preuves sur son bureau. Des cartes montrant l'emplacement des tombes, des listes d'enfants assassinés, des copies de correspondances incriminantes et des extraits du grand livre secret de Maître Randolph. Harrison examina chaque document avec l'attention méthodique d'un avocat de formation, son expression devenant de plus en plus grave à chaque révélation. Quand il a fini de lire, il m'a regardé avec un mélange d'étonnement et d'horreur. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Vous avez documenté une campagne systématique de meurtres s'étalant sur plus d'une décennie. Comment avez-vous réussi à rassembler toutes ces preuves sans être découvertes? »« Je sais lire et écrire, » ai-je dit simplement. Maître Randolph ne le sait pas. Donc, il n'a jamais fait attention à ce qu'il disait ou laissait traîner lorsque je nettoyais son bureau. Harrison étudia les cartes de plus près, traçant avec son doigt les emplacements que j'avais marqués. Ces tombes, vous les avez vues vous-même? Je les ai toutes vues. J'ai été forcé d'aider à en creuser une. Le souvenir du meurtre de Joshua menaça de me submerger, mais je me forçai à continuer. Maître Randolph tue des enfants esclaves depuis des années, puis les enterre dans la forêt où on voit leur corps à un marchand de Richmond qui aide à se débarrasser des preuves. Et vous avez la preuve de ce complot? Je lui ai montré la correspondance copiée entre Maître Randolph et le marchand de Richmond, en soulignant les références aux marchandises endommagées et au service d'élimination. Harrison a lu les lettres 2 fois, son esprit d'avocat traitant les implications juridiques de ce que je lui montrais. « C'est extraordinaire » dit-il finalement. « Mais vous comprenez les défis auxquels nous sommes confrontés pour poursuivre cette affaire. Le témoignage d'une esclave contre son maître n'est pas recevable devant les tribunaux de Virginie. Même avec toutes ces preuves, il serait presque impossible d'obtenir une condamnation par les voies légales normales. » Mon cœur se serra. J'avais passé 5 ans à rassembler des preuves, j'avais risqué ma vie à plusieurs reprises pour documenter les crimes de Maître Randolph, et maintenant on me disait que rien de tout cela n'avait d'importance à cause de la couleur de ma peau. Mais Harrison n'avait pas fini. Cependant, a-t-il poursuivi, il existe d'autres moyens de poursuivre la justice. Si nous pouvons trouver les tombes et récupérer les corps, les preuves matérielles seraient indéniables. Une douzaine d'enfants assassinés créerait un scandale qu'aucune manœuvre légale ne pourrait étouffer. Vous me croyez? Demandai-je, osant à peine espérer. « Je crois les preuves, » répondit-il. « Et je crois que vous avez fait preuve d'un courage remarquable en les rassemblant. Mais maintenant vient la partie la plus dangereuse. Nous devons vérifier vos affirmations en trouvant ces tombes. » Harrison expliqua qu'il n'était pas seulement un avocat enquêtant sur les irrégularités du commerce des esclaves, mais un agent travaillant pour un réseau d'abolitionnistes qui documentait les pires abus de l'esclavage.
Sa véritable mission était de recueillir des preuves qui pourraient être utilisées pour retourner l'opinion publique du Nord contre l'institution. Et ma documentation sur le meurtre systématique d'enfants était exactement le genre de preuves dont ils avaient besoin. Si nous pouvons exposer cela, dit-il, cela démontrera que l'esclavage n'exploite pas seulement le travail humain. Il crée des monstres qui considèrent les enfants humains comme des biens jetables. L'argument moral contre l'esclavage deviendra impossible à ignorer. Nous avons passé le reste de la nuit à planifier nos prochains mouvements. Harrison aurait besoin d'examiner les tombes pour vérifier mes affirmations, mais le faire sans alerter Maître Randolph exigerait un timing prudent et un risque considérable. Nous avons décidé qu'il prolongerait son séjour de plusieurs jours, prétendant que son enquête nécessitait une documentation supplémentaire, pendant que je le guiderais vers les sites d'inhumation aux premières heures du matin lorsque la plantation était la moins active. Les 3 jours suivants furent les plus terrifiants de ma vie. Chaque matin avant l'aube, je conduisais Harrison dans la forêt, lui montrant les endroits où Maître Randolph avait enterré ses victimes. Nous nous déplacions avec prudence, évitant les sentiers principaux et restant attentifs à tout signe indiquant que nous étions suivis. Harrison examina chaque site funéraire avec la minutie d'un enquêteur qualifié, prenant des notes sur les emplacements, mesurant les distances et prélevant des échantillons de sol qui montraient des signes de décomposition. Sur 2 des sites, nous avons soigneusement excavé suffisamment de terre pour révéler des fragments de vêtements et de petits os qui confirmaient la présence de restes humains. C'est plus qu'assez de preuves, me dit Harrison après que nous ayons visité le dernier site funéraire. 12 emplacements de sépulture, des preuves matérielles de restes humains, et votre documentation détaillée sur la manière dont les meurtres ont été commis. Aucun jury en Amérique n'ignorait cela, peu importe qui a fourni le témoignage initial. Mais notre enquête n'était pas passée inaperçue. Le 4e matin, alors que nous revenions de la forêt, nous trouvâmes Maître Randolph qui nous attendait dans la cour derrière la grande maison. Son visage était un masque de fureur froide, et je sus immédiatement que notre secret avait été découvert. « Monsieur Harrison », dit-il, sa voix portant le calme mortel d'un homme qui avait déjà tué et était prêt à tuer à nouveau. « Je crois que vous avez mené des explorations non autorisées de ma propriété. » Harrison se plaça légèrement devant moi, un geste protecteur que j'appréciais, même si je savais qu'il ne servirait pas à grand-chose contre un homme comme Maître Randolph. Je faisais simplement une promenade matinale pour profiter de la beauté naturelle de votre forêt, avec mon esclave comme guide. Quelle coïncidence qu'Octavia sache exactement quel chemin prendre, quelle clairière visiter. Les yeux de Maître Randolph se fixèrent sur moi avec l'intensité d'un prédateur étudiant sa proie. « Dis-moi, Octavia, qu'as-tu montré à notre invité ?» Je me forçai à soutenir son regard, puisant dans des réserves de courage que je ne savais pas posséder. Je lui ai montré les tombes, maître, toutes les 12. L'aveu flotta dans l'air comme la fumée d'un canon de fusil. Le visage de Maître Randolph passa du blanc au rouge alors que les implications de mes paroles s'imposaient à lui. Il avait été démasqué, son secret soigneusement gardé révélé à un étranger qui possédait maintenant le pouvoir de le détruire. « Sale petite garce menteuse !» gronda-t-il, s'avançant vers moi la main levée pour frapper. « J'aurais dû te tuer il y a des années, quand j'ai commencé à soupçonner que tu étais trop intelligente pour ton propre bien. » Mais Harrison s'interposa, sa propre main reposant sur le pistolet qu'il portait sous son manteau. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Randolph. Frapper un témoin devant un enquêteur fédéral serait déconseillé. » « Enquêteur fédéral ?» La voix de Maître Randolph se brisa sous le choc et la peur. « William Harrison, bureau du procureur des États-Unis, district de Richmond. Je suis ici pour enquêter sur les rapports de meurtre et de complot impliquant l'élimination illégale de restes humains, et grâce au témoignage courageux de Mademoiselle Octavia, j'ai maintenant suffisamment de preuves pour engager des poursuites formelles. » La confrontation qui suivit fut brève, mais décisive. Maître Randolph tenta de fuir, mais Harrison avait anticipé cette possibilité et avait déjà alerté les marshals fédéraux qui attendaient aux frontières de la plantation. En quelques heures, Randolph était en garde à vue et des équipes d'enquêteurs excavaient les sites funéraires que j'avais identifiés. La découverte de 12 petits squelettes dans la forêt créa une sensation qui se répandit bien au-delà de la Virginie. Les journaux de tout le pays rapportèrent l'histoire du monstre du comté de Hanover et de la courageuse femme esclave qui avait exposé ses crimes. Les preuves que j'avais rassemblées pendant 5 ans devinrent le fondement du procès pour meurtre le plus choquant de l'histoire de la Virginie. Maître Randolph ne vécut jamais assez longtemps pour faire face à ce procès. 3 jours après son arrestation, alors que la nouvelle de ses crimes se répandait dans tout le comté, une foule de citoyens enragés, y compris plusieurs propriétaires de plantations horrifiés par la révélation que l'un de leurs assassinait des enfants, prit d'assaut la prison où il était détenu.
Ils le traînèrent hors de sa cellule et le pendirent à l'arbre le plus proche, s'assurant qu'il n'aurait jamais l'occasion d'expliquer ou de justifier ses actions. Le lynchage fut rapide et brutal, mais c'était aussi une forme de justice que le système juridique n'aurait peut-être jamais fournie. Un homme blanc accusé d'avoir assassiné des enfants esclaves aurait pu échapper à une condamnation grâce à des technicalités juridiques ou des jurys sympathiques. Mais les preuves matérielles de 12 tombes avaient créé un niveau d'indignation qui transcendait les frontières raciales. Eleonora Randolph, confrontée à la révélation dévastatrice des crimes de son mari, subit une dépression nerveuse complète. Elle fut internée dans un asile à Richmond, où elle passa le reste de ses jours à insister sur le fait que toute l'affaire avait été un malentendu, que son mari avait été un homme bon et pieux qui n'aurait jamais pu faire de mal à un enfant. Quant à moi, ma liberté me fut accordée par un acte spécial de la législature de Virginie, une reconnaissance sans précédent de mon service dans l'exposition de crimes aussi odieux. Le gouvernement fédéral m'a fourni un passage vers Philadelphie, où j'ai été accueilli par la communauté abolitionniste comme une héroïne et un symbole de l'intelligence et du courage que l'esclavage avait tenté de supprimer. Mais la liberté, ai-je découvert, venait avec ses propres défis. Après 5 ans à vivre avec de terribles secrets, j'ai eu du mal à m'adapter à un monde où je pouvais parler ouvertement de mes expériences. Les cauchemars qui m'avaient tourmenté pendant mes années d'observation silencieuse ont continué, remplis d'images de petites tombes et des visages d'enfants que je n'avais pas pu sauver. Pourtant, j'ai aussi trouvé un but dans ma liberté. Les preuves que j'avais rassemblées et l'histoire que je pouvais raconter sont devenues des armes puissantes dans la lutte contre l'esclavage. J'ai pris la parole lors de réunions abolitionnistes dans tout le Nord, partageant mon témoignage sur les horreurs qui pouvaient se cacher derrière la façade de la respectabilité sudiste. Mon histoire est devenue partie intégrante du corpus croissant de preuves que l'esclavage n'était pas seulement un système économique, mais une abomination morale qui corrompait tout ce qu'il touchait. L'image d'un propriétaire de plantation respecté assassinant systématiquement des enfants esclaves a remis en question chaque argument sur la nature bienveillante de l'institution et les soins supposés que les maîtres fournissaient à leur propriété humaine. Les 12 tombes dans la forêt de Virginie sont devenues un symbole du mal ultime de l'esclavage, la réduction des êtres humains à un tel état d'impuissance que leurs enfants pouvaient être assassinés en toute impunité. Et mes 5 années de documentation silencieuse sont devenues la preuve que même dans les circonstances les plus sombres, l'esprit humain pouvait trouver des moyens de témoigner de l'injustice et de faire éclater la vérité. Le train qui m'emporta loin de la Virginie à l'été 1854 était le premier que j'ai jamais pris. Et la sensation de mouvement, de voyager réellement vers la liberté plutôt que de simplement en rêver, était presque écrasante. Je pressai mon visage contre la vitre, regardant le paysage de ma servitude disparaître derrière moi, mais je ne pouvais pas échapper au poids de ce que j'avais vu et documenté au cours des 5 dernières années. William Harrison était assis en face de moi dans le wagon pour personnes de couleur, le visage grave alors qu'il examinait les derniers rapports qu'il soumettrait à ses supérieurs à Washington. Les preuves que j'avais fournies avaient dépassé toutes les attentes, créant un scandale qui allait se répercuter au plus haut niveau du gouvernement et de la société. « Octavia, dit-il, levant les yeux de ses papiers, vous comprenez que votre histoire ne s'arrêtera pas avec votre liberté. Ce que vous avez exposé sera utilisé pour contester toute l'institution de l'esclavage. Êtes-vous prête pour cette responsabilité ?» J'ai examiné sa question attentivement. Pendant 5 ans, j'avais vécu avec des secrets qui pouvaient détruire des vies et changer l'histoire. Maintenant, ces secrets devenaient publics et je serais à jamais associé aux horreurs qu'ils révélaient. « Monsieur Harrison, ai-je répondu, je porte le poids de 12 enfants morts depuis 5 ans. Si leur mort peut aider à mettre fin au système qui les a tués, alors je suis prêt à porter ce poids pour le reste de ma vie. » Le voyage jusqu'à Philadelphie dura 3 jours, pendant lesquels Harrison m'expliqua à quoi m'attendre dans ma nouvelle vie. La communauté abolitionniste était impatiente d'entendre mon témoignage, mais elle était aussi protectrice envers les anciens esclaves qui avaient tout risqué pour exposer la vérité sur leurs expériences. On me fournirait un logement, une éducation et un emploi. Mais on attendrait aussi de moi que je partage mon histoire avec des auditoires qui avaient besoin de comprendre la réalité de l'esclavage. Les détails de ce dont vous avez été témoin sont horribles, m'a prévenu Harrison. Mais ils sont aussi nécessaires. Trop de gens dans le Nord ont des notions romancées de l'esclavage. Ils imaginent des maîtres bienveillants et des esclaves reconnaissants vivant en harmonie. Votre témoignage brisera ces illusions et forcera les gens à affronter la vérité. Quand nous sommes arrivés à Philadelphie, j'ai été accueilli par une délégation de la Société anti-esclavagiste de Pennsylvanie, dirigée par une femme remarquable nommée Lucretia Mott. Elle était de petite taille, mais possédait une présence qui commandait un respect immédiat. Et ses premiers mots à mon égard ont démontré la compassion qui allait caractériser mon accueil dans la communauté abolitionniste. « Bienvenue à la liberté »,
Octavia, dit-elle en prenant mes mains dans les siennes. Nous avons entendu parler de votre courage, et nous sommes honorés de vous aider à commencer votre nouvelle vie. La maison où l'on m'emmena ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Une confortable maison de classe moyenne où des militants noirs et blancs travaillaient ensemble en tant qu'égaux, planifiant des stratégies et partageant des ressources dans leur lutte contre l'esclavage. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un endroit où mon intelligence était valorisée plutôt que crainte, où mon alphabétisation était considérée comme un don plutôt qu'un crime. Mais s'adapter à la liberté fut plus difficile que je ne l'avais prévu. Après 22 ans d'esclavage, il m'était presque impossible de prendre des décisions concernant ma propre vie. Des choix simples, comme quoi manger, quand dormir, comment passer mon temps, me semblaient écrasantes après des années où chaque instant était contrôlé par d'autres. Les cauchemars étaient pires. Sous l'esclavage, j'avais été trop épuisé et trop concentré sur la survie pour traiter pleinement le traumatisme de ce que j'avais vu. En liberté, avec le temps de penser et de réfléchir, l'horreur totale des crimes de Maître Randolph me submergea comme une vague. Je me réveillai en hurlant, revivant le moment où j'avais été forcé d'enterrer Joshua vivant, voyant la petite main de Marie s'élever de sa tombe. Lucretia Mott reconnut les signes de ce que nous appellerions aujourd'hui le stress post-traumatique, bien que de tels termes n'existaient pas en 1854. Elle s'arrangea pour que je parle avec d'autres anciens esclaves qui avaient vécu un traumatisme similaire. Et lentement, je commençai à comprendre que mes blessures psychologiques étaient aussi réelles et aussi graves que n'importe quelle blessure physique. La guérison prend du temps, me dit-elle lors d'une de nos conversations. Vous avez survécu à quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens. Donnez-vous la permission de faire votre deuil, de ressentir de la colère, de lutter avec les souvenirs, mais ne les laissez pas vous définir. Vous avez une voix maintenant, et le monde a besoin de l'entendre. Ma première prise de parole en public eut lieu dans une petite maison de réunion Quaker près de Philadelphie. Le public était composé d'abolitionnistes sympathisants qui croyaient déjà au mot de l'esclavage. Mais j'étais néanmoins terrifié. Pendant 5 ans, j'avais vécu en silence. Et maintenant, on me demandait de parler publiquement des expériences les plus traumatisantes de ma vie. J'ai commencé timidement, décrivant mon enfance à la plantation Randolph et le don secret de l'alphabétisation de ma mère. Mais au fur et à mesure que je continuais, les mots ont commencé à couler plus facilement. Je leur ai parlé des enfants disparus, de ma filature de Maître Randolph dans la forêt, des 12 tombes cachées parmi les arbres. L'auditoire écoutait dans un silence stupéfait alors que je décrivais le meurtre systématique d'enfants esclaves, la manière désinvolte dont Maître Randolph s'était débarrassé de jeunes vies et mes 5 années de documentation secrète. Quand j'ai terminé, il y eut un long moment de silence complet avant que les questions commencent. Comment de telles horreurs ont-elles pu exister sans que personne ne le sache? Demanda une femme, sa voix tremblant d'émotion. Parce que les esclaves sont invisibles pour la société blanche, ai-je répondu. Nous sommes présents mais pas vus, nous écoutons mais ne sommes pas entendus. Maître Randolph a commis ces crimes au vu et au su de tous parce qu'il savait que personne ne croirait le témoignage d'un esclave, même si nous avions eu le droit de parler. L'impact de mon témoignage fut immédiat et profond. La nouvelle de mon histoire se répandit rapidement à travers le réseau abolitionniste, et je commençai à recevoir des invitations à parler dans des églises, des écoles et des réunions politiques dans tout le Nord. Chaque apparition attirait des foules plus nombreuses, et mon récit des 12 tombes devint l'une des pièces à conviction les plus puissantes dans le dossier grandissant contre l'esclavage. Mais la réaction dans le Sud fut prévisible et hostile. Les journaux du Sud dénoncèrent mon témoignage comme de la propagande nordiste, affirmant que je mentais ou que j'avais été coaché par des abolitionnistes pour fabriquer mon histoire. Certains allèrent jusqu'à suggérer que les tombes avaient été plantées comme preuve, que toute l'affaire était un complot pour discréditer la société sudiste. Les attaques les plus douloureuses vinrent de ceux qui m'avaient connu pendant mes années d'esclavage. D'anciens contremaîtres et esclaves de maison restés loyaux à leur maître remirent publiquement en question mon caractère et mes motivations. Ils me dépeignirent comme une servante ingrate qui avait trahi la famille qui avait pris soin d'elle, ignorant commodément le fait que ces soins incluaient de me forcer à participer au meurtre d'un enfant. Ces attaques me firent plus de mal que je ne l'avais prévu. J'avais espéré que d'autres esclaves comprendraient pourquoi j'avais choisi de parler, mais beaucoup étaient trop effrayés ou trop endocrinés pour soutenir ma décision. Le système esclavagiste leur avait appris que la survie dépendait de la loyauté envers leur maître, et mon témoignage menaçait cette croyance fondamentale. Malgré les critiques, j'ai continué à parler, animé par le souvenir de 12 enfants morts et la certitude que ma voix pourrait empêcher d'autres tragédies similaires. J'ai pris la parole à la Société anti-esclavagiste féminine de Boston, où j'ai rencontré Sojourner Truth, une autre ancienne esclave devenue une ardente défenseur de la liberté. Sa force et sa sagesse m'ont aidé à comprendre que mon traumatisme pouvait devenir une source de pouvoir plutôt que de faiblesse.
Mon enfant, m'a-t-elle dit après avoir entendu mon témoignage, tu as traversé l'enfer et tu en es sorti avec ton âme intacte. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est quelque chose dont il faut être fier. Utilise cette force pour aider les autres à trouver leur chemin vers la liberté. J'ai aussi rencontré Harriet Tubman, la légendaire conductrice du chemin de fer clandestin, qui comprenait mieux que quiconque le courage nécessaire pour défier le système esclavagiste. Elle a écouté mon histoire avec la concentration intense de quelqu'un qui avait affronté des dangers similaires, et sa réponse fut, comme à son habitude, directe. « Tu as fait ce qu'il fallait faire ?» dit-elle simplement. La mort de ses enfants n'aura pas été vaine si elle aide à mettre fin à ce système maléfique. Continue de parler. Continue de dire la vérité. C'est comme ça que nous gagnerons. Alors que les années 1850 avançaient et que la nation se dirigeait inexorablement vers la guerre civile, mon témoignage devint partie intégrante de la campagne abolitionniste plus large visant à exposer la faillite morale de l'esclavage. L'histoire des 12 tombes parues dans les journaux, les brochures et les livres, atteignant des publics bien au-delà de la communauté abolitionniste traditionnelle. Je commençai à travailler sur mon autobiographie en 1857, 3 ans après avoir obtenu ma liberté. 5 ans de silence. Le testament d'une esclave fut publié en 1859 et devint immédiatement un best-seller dans le Nord. Le livre fournissait un compte-rendu détaillé de mes expériences, y compris des extraits des preuves que j'avais rassemblées et des cartes montrant l'emplacement des victimes de Maître Randolph. La publication de mon livre coïncida avec des tensions croissantes entre le Nord et le Sud sur l'expansion de l'esclavage dans de nouveaux territoires. Mon histoire devint l'une des preuves citées par des politiciens comme Abraham Lincoln qui soutenaient que l'esclavage était incompatible avec les valeurs américaines de dignité humaine et de progrès moral. Le cas d'Octavia et des 12 tombes, dit Lincoln dans un de ses discours, démontre que l'esclavage ne nie pas seulement la liberté à ses victimes, il corrompt les âmes de ses auteurs. Aucune société qui permet de telles horreurs ne peut se prétendre civilisée ou chrétienne. Lorsque la guerre de sécession éclata enfin en 1861, je me portai volontaire pour travailler avec l'armée de l'Union, aidant à soigner les esclaves évadés et servant d'interprète entre les officiers militaires et les réfugiés qui ne parlaient que des langues africaines ou des dialectes d'esclaves. Mon alphabétisation et ma compréhension de la vie sur les plantations me rendirent précieuses pour la collecte de renseignements, car je pouvais interpréter des documents capturés aux forces confédérées et interroger les esclaves évadés sur les conditions dans le Sud. Les années de guerre furent difficiles, mais aussi pleine d'espoir. Pour la première fois depuis mon enfance, je pouvais voir la possibilité que l'esclavage puisse réellement prendre fin, que le système qui avait créé des monstres comme Maître Randolph puisse être détruit pour toujours. Lorsque la proclamation d'émancipation fut annoncée en 1863, je pleurais de joie, pensant à tous les enfants qui n'auraient jamais à affronter les horreurs dont j'avais été témoin. Après la fin de la guerre, je suis retourné en Virginie pour la première fois depuis ma fuite. La plantation Randolph avait été abandonnée pendant le conflit, ses champs envahis par la végétation et ses bâtiments tombant en ruine. J'ai fait un pèlerinage dans la forêt où j'avais découvert les tombes, constatant que les sites avaient été marqués de simples croix de bois par les habitants locaux qui voulaient honorer les enfants assassinés. Debout dans cette forêt, entouré des tombes que j'avais trouvées au cours de 5 années d'enquête patiente, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement que je n'aurais jamais cru pouvoir éprouver. Les enfants étaient enfin en paix, leurs morts reconnus et leur mémoire préservée. Le monstre qui les avait tués était mort, et le système qui avait permis ces crimes s'effondrait. J'ai passé mes dernières années à travailler avec le Bureau des affranchis, aidant d'anciens esclaves à apprendre à lire et à écrire et à s'adapter à leur nouvelle vie en liberté. J'ai créé des écoles en Virginie et en Caroline du Nord, utilisant ma propre expérience pour aider les autres à comprendre le pouvoir de l'éducation et l'importance de témoigner de l'injustice. Je suis décédé en 1889 à l'âge de 57 ans, entouré d'anciens élèves devenus eux-mêmes enseignants, poursuivant le travail d'éducation et d'émancipation. Mes funérailles ont réuni des centaines de personnes, d'anciens esclaves, des alliés blancs, des politiciens et des militants qui avaient été inspirés par mon histoire. Mais l'hommage le plus significatif est peut-être venu d'une source inattendue. Un groupe d'enfants de l'école que j'avais fondée en Virginie est venu à mes funérailles avec 12 roses blanches, une pour chacun des enfants dont j'avais documenté la mort et préservé la mémoire. « Mademoiselle Octavia », dit l'un d'eux en déposant les roses sur mon cercueil, « vous nous avez appris que nos voix comptent, que nous avons le pouvoir de dire la vérité et de changer le monde. Nous promettons de continuer à raconter votre histoire et celle des 12 enfants qui ne pouvaient pas parler pour eux-mêmes. Mon héritage a perduré dans les témoignages de ceux que j'avais instruits, dans les écoles que j'avais créées et dans le dossier historique que j'avais constitué au cours de 5 années de documentation dangereuse.
Les preuves que j'avais rassemblées sont devenues partie intégrante du registre permanent des horreurs de l'esclavage, conservé dans des archives et des bibliothèques où les générations futures pourraient étudier la véritable nature de l'institution qui avait autrefois semblé si permanente et inébranlable. L'histoire des 12 tombes est devenue une pierre de touche pour comprendre comment l'esclavage corrompait non seulement les esclaves, mais aussi leurs esclavagistes. Maître Randolph n'était pas né monstre. Il avait été créé par un système qui lui avait appris à considérer les êtres humains comme une propriété, qui lui avait donné un pouvoir absolu sur la vie d'autres personnes, et qui ne prévoyait aucune responsabilité pour ses actes. Les historiens qui ont étudié mon cas ont noté que les crimes de Randolph n'étaient pas des aberrations, mais des extensions logiques de la prémisse fondamentale de l'esclavage. Si des êtres humains pouvaient être possédés, achetés et vendus comme du bétail, il n'y avait qu'un petit pas à franchir pour les traiter comme des objets jetables lorsqu'ils devenaient gênants ou non rentables. Les 12 enfants enterrés dans cette forêt de Virginie n'étaient pas seulement les victimes de la dépravation d'un seul homme, mais de l'aveuglement moral de toute une société. Mon autobiographie a continué à être lue et étudiée longtemps après ma mort, servant de document de source primaire pour les chercheurs étudiant l'expérience vécue de l'esclavage. Les preuves détaillées que j'avais rassemblées, les cartes, les lettres copiées, les témoignages ont fourni aux historiens une fenêtre sans précédent sur les opérations quotidiennes d'une plantation d'esclaves et la psychologie de ceux qui la dirigeaient. Mais peut-être plus important encore, mon histoire a démontré le pouvoir de l'alphabétisation et de la documentation dans la lutte pour la justice. Les compétences en lecture et en écriture que ma mère m'avait données en secret étaient finalement devenues les armes qui ont fait tomber un meurtrier et ont aidé à exposer la faillite morale de l'esclavage lui-même. Les preuves que j'avais patiemment rassemblées pendant 5 ans ont prouvé que même les personnes les plus impuissantes pouvaient trouver des moyens de témoigner de l'injustice et de préserver la vérité pour les générations futures. Les 12 enfants dont j'avais documenté la mort ont finalement reçu des sépultures décentes dans un cimetière créé spécifiquement pour honorer les victimes de la violence de l'esclavage. Leurs tombes ont été marquées de pierres tombales portant leur nom et leurs âges, garantissant qu'on se souviendrait d'eux en tant qu'individus plutôt que comme des statistiques oubliées. Le cimetière est devenu un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent à comprendre le coût humain du péché originel de l'Amérique. En 1954, exactement 100 ans après que j'ai exposé les crimes de Maître Randolph, la Cour suprême a rendu sa décision dans l'affaire Brown contre le Board of Education, déclarant que des établissements d'enseignement séparés étaient intrinsèquement inégaux. Les avocats qui ont plaidé cette affaire ont cité des preuves historiques de l'impact de l'esclavage sur la société américaine, y compris des témoignages de cas comme le mien qui démontraient la déshumanisation systématique des Afro-Américains. Mon histoire était devenue partie intégrante du long arc de l'histoire américaine. Un rappel que la lutte pour la justice et la dignité humaine était continue, que chaque génération devait choisir entre le silence et la parole, entre la complicité et le courage. La voix que j'avais trouvée dans cette salle de réunion de Philadelphie en 1854 avait rejoint un chœur d'autres voix exigeant la reconnaissance de notre humanité commune. Les écoles que j'avais fondées ont continué à fonctionner bien au-delà du XXe siècle, éduquant des milliers d'enfants qui, autrement, auraient été privés du don de l'alphabétisation. Beaucoup de mes anciens élèves sont devenus eux-mêmes enseignants, propageant la leçon que l'éducation était à la fois un droit et une responsabilité, que le savoir était un pouvoir qui devait être partagé plutôt que thésaurisé. Alors que l'Amérique se débattait avec l'héritage de l'esclavage dans les décennies qui ont suivi ma mort, mon histoire a servi de rappel que les effets de l'institution avaient été bien plus envahissants et destructeurs que beaucoup ne voulaient l'admettre. Les 12 tombes dans la forêt de Virginie témoignaient que l'esclavage n'avait pas été le système bienveillant que certains récits nostalgiques prétendaient, mais un régime de terreur qui avait permis que le meurtre systématique d'enfants passe inaperçu pendant plus d'une décennie. Le courage dont j'avais fait preuve en documentant et en exposant ces crimes est devenu un modèle pour d'autres lanceurs d'alerte et témoins confrontés à des choix similaires entre la sécurité et la vérité. Les militants des droits civiques des années 1960 ont fait référence à mon histoire comme un exemple de la manière dont des actes de courage individuel pouvaient défier des systèmes d'oppression apparemment insurmontables. Mon autobiographie a été rééditée plusieurs fois au cours du XXe siècle, chaque nouvelle édition touchant de nouveaux publics qui avaient besoin de comprendre les réalités de l'esclavage et ses conséquences. Le livre a été traduit en plusieurs langues et est devenu une lecture obligatoire dans de nombreuses écoles et universités, garantissant que les leçons de mon expérience ne seraient pas oubliées. La forêt où Maître Randolph avait enterré ses victimes a finalement été préservée en tant que site historique, avec des sentiers d'interprétation et du matériel éducatif aidant les visiteurs à comprendre ce qui s'y était passé. Le site est devenu un rappel puissant de l'importance de témoigner de l'injustice et de la responsabilité de chaque génération de protéger les plus vulnérables de ceux qui voudraient les exploiter ou leur nuire.
Mais l'impact le plus durable de mon histoire fut peut-être la manière dont elle a démontré que l'alphabétisation et la documentation pouvaient servir de forme de résistance, même dans les circonstances les plus oppressives. Les compétences en lecture et en écriture qui avaient été interdites aux esclaves se sont avérées être les outils mêmes qui pouvaient exposer les crimes de l'esclavage et préserver la vérité pour les générations futures. Les 5 années que j'avais passées en silence, à rassembler des preuves et à documenter des horreurs, avaient finalement donné une voix à 12 enfants qui ne pouvaient plus parler pour eux-mêmes. Leur mort n'avait pas été vaine si elle aidait les autres à comprendre la véritable nature de l'esclavage et l'importance de protéger la dignité humaine en toutes circonstances. Comme je l'avais écrit dans le dernier chapitre de mon autobiographie, je prie pour que les générations futures ne permettent plus jamais que de telles horreurs se produisent en silence. Puissent-elles avoir le courage de parler lorsqu'elles sont témoins d'injustice, la sagesse de documenter ce qu'elles voient et la détermination de s'assurer que la vérité est préservée et partagée. Les enfants qui sont morts dans ces forêts de Virginie ne méritent rien de moins que notre vigilance éternelle contre les forces qui réduiraient les êtres humains à l'état de propriété. Si cette histoire puissante de courage, de documentation et de justice ultime vous a ému, nous vous invitons à partager vos réflexions sur le parcours remarquable d'Octavia. Commentez ci-dessous et dites-nous d'où dans le monde vous regardez et quelles leçons vous tirez de ce conte incroyable de la lutte d'une femme contre un mal inimaginable. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires cachées de résistance et de courage du passé complexe de l'Amérique. Des histoires qui nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut trouver des moyens de préserver la vérité et de chercher la justice. C'était l'histoire d'Octavia, l'esclave devenue espionne dans la maison de son maître, qui a utilisé le don de l'alphabétisation pour exposer l'un des crimes les plus horribles de l'histoire américaine. Ces 5 années de documentation silencieuse ont prouvé que même les individus les plus impuissants pouvaient trouver des moyens de témoigner de l'injustice, finalement, de faire éclater la vérité. Son héritage nous rappelle que la lutte pour la justice exige souvent un courage extraordinaire de la part de gens ordinaires et que les outils de la résistance, l'alphabétisation, la documentation et la volonté de dire la vérité au pouvoir sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils étaient en 1854. Les 12 enfants morts dans ces forêts de Virginie ont trouvé leur voie grâce au témoignage d'Octavia,